Voilà. Alors voilà, bonjour et bienvenue à ce nouveau webinaire CCI Alsace Eurométropole. Je suis Karim Djafour, conseiller d'entreprise à la CCI. Je suis basé à Strasbourg et je fais partie d'une direction qu'on appelle Mutation Digitale, où justement on accompagne les entreprises à se développer grâce au digital. J'ai eu le plaisir d'organiser ce webinaire consacré au e-commerce et notamment à l'abandon de paniers en e-commerce et justement comment faire face à ce phénomène. Et pour animer ce webinaire, j'ai fait appel à Damien Rétis du cabinet Damien Jacob, pardon, du cabinet Rétis, j'ai fait un petit lapsus, qui va se présenter plus en détail, hein. Il est français, basé en Belgique, mais il travaille régulièrement sur l'Alsace. Il a un bureau à Strasbourg. En tout cas, il va se présenter plus en détail. C'est un expert reconnu du e-commerce depuis de nombreuses années. Je vous rappelle juste, on prévoit 30 à 40 minutes de présentation de Damien. On laissera du temps aussi pour des questions. N'hésitez pas à poser vos questions par écrit dans l'outil de conversation, hein. Conversation, vous avez ça, vous avez une petite icône conversation que vous pouvez activer et puis vous pouvez poser vos questions. Je vous inviterai éventuellement à couper vos micros pour éviter les bruits parasites. On pourra éventuellement activer les micros en fin de présentation pour poser des questions à l'oral. C'est toujours plus sympathique, plus dynamique. La session est enregistrée, sera disponible en replay sur la chaîne YouTube de la CCI. Je vous enverrai le lien à l'issue du webinaire. Et puis voilà, je laisse la parole à Damien. Oui, bonjour Karim, bonjour à toutes et à tous, et merci pour l'accueil. Je vais rapidement me présenter. Je suis Damien Jacob, hein, comme Karim l'a dit. J'exerce mon activité professionnelle en Belgique, au Luxembourg et en France, avec un bureau à Strasbourg, et j'ai aussi l'honneur d'intervenir à l'université à Strasbourg dans le master en e-commerce. Et donc, je vais un peu vous partager l'expérience de notre cabinet conseil. On est 7 personnes à accompagner des entreprises qui vendent en ligne essentiellement, et aussi mon expérience un peu académique. Donc, je vais essayer d'apporter une touche pédagogique à la présentation. Ce webinaire a comme ambition, c'est d'aborder un aspect particulier de l'e-commerce. Il y a beaucoup de domaines qu'il faut maîtriser pour bien vendre en ligne, et on pense souvent beaucoup au digital marketing, mais on oublie parfois l'étape après, qui est de faire en sorte que les personnes qui sont venues sur notre site soient réellement des acheteurs. Voilà, on va rentrer directement dans le sujet. Ceux qui vendent en ligne sont habitués à voir un peu ce genre de schéma qu'on appelle l'entonnoir de conversion, un entonnoir du parcours du client quand il fait son achat en ligne, hein, qui est à peu près identique d'ailleurs à un parcours offline. Tout au début, il faut essayer d'attirer le visiteur, le chaland, le prospect sur notre site. Donc, on va faire du digital marketing pour attirer son attention, faire en sorte, grâce au SEO, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux influenceurs, grâce aux newsletters, de faire en sorte qu'il arrive sur notre site, qu'il clique sur un lien qui conduit vers notre site. Puis après, une fois qu'il est sur notre site, il faut arriver à susciter son intérêt, qu'il aille voir nos fiches produits. Il est sur nos fiches produits, il faut qu'il arrive à désirer notre produit, qu'il mette le produit dans le panier. Et puis, ce qu'on va vraiment voir lors de ce webinaire, c'est comment faire en sorte qu'il passe à l'action, qu'il aille jusqu'à payer sans abandonner son panier en ligne. Et idéalement, en e-commerce comme dans le commerce physique, vous le savez, ça coûte beaucoup moins cher de fidéliser un client que d'essayer d'en acquérir un autre. Et donc, une stratégie de fidélisation est assez intéressante aussi à avoir en tête en e-commerce.
Alors, ce qu'on trouve en e-commerce, c'est une situation qu'on n'imagine pas tout à fait bien en commerce physique, mais qui est la dure réalité. C'est un nombre important de produits, de paniers qui sont abandonnés virtuellement lors de la fin du processus. Alors, ceux qui ont une activité en ligne le savent, ce taux est assez important. Il est de l'ordre de 70%. Donc, on a à peu près 7 paniers abandonnés sur 10. Et bon, les sites qui ne font pas bien attention arrivent à avoir malheureusement 90% d'abandon, voire même encore plus. Ceux qui arrivent vraiment à faire bien attention, ben, ils ont quand même difficile à être en dessous de 50% d'abandon. Bah, tout simplement aussi parce que beaucoup de personnes mettent un produit dans le panier juste pour s'en souvenir et puis ils vont aller voir des offres concurrentes et s'ils ont trouvé une offre concurrente plus intéressante, eh ben, ils ont une bonne raison d'avoir abandonné le panier de la première, sur la première e-shop. Mais c'est ce qu'on va essayer surtout de s'atteler lors du webinaire, c'est d'essayer d'enlever les mauvaises raisons d'abandonner le panier. Bon, voilà ce que l'on peut observer avec Google Analytics ou des outils semblables d'analyse d'un parcours. Ici, on est sur un site qui avait à peu près 10 000 visites par mois. Sur les 10 000 visites, ben, il y en a 674 qui ont été transformées en mise en panier. Puis quand il a fallu remplir le formulaire de création de compte, il y a eu plus que 237 personnes qui sont allées jusque-là. Quand il a fallu valider le récapitulatif, il y en a eu plus que 234. Et quand il a fallu payer, il y en a plus que 188. Et donc ici, on arrive à un taux de conversion de un peu moins de 2%, ce qui est assez classique, hein, 2 ou 3% de taux de conversion. Et ici, bah, vous voyez, on est très bien dans les 70% à peu près d'abandon de panier, voire un peu plus dans ce cas-ci, hein. Ici, ben, il y a eu un petit souci. On voit pas mal de personnes qui abandonnent le panier avant de remplir le formulaire de création de compte. Alors, qu'est-ce qui explique un peu une bonne partie de ces abandons? Ben, c'est en fait parce que acheter en ligne, c'est un peu anxiogène. Même encore en 2024, on a encore toujours un peu peur d'acheter en ligne. Et on a d'autant plus peur d'acheter en ligne quand on découvre une nouvelle boutique en ligne qui n'est pas connue, dont la marque n'a pas pignon sur rue et dont on se demande, ben, est-ce que ça vaut vraiment bien la peine? Est-ce que je peux vraiment aller dans ce nouveau magasin en ligne? Alors, ces angoisses-là, on ne les trouve pas tout à fait en magasin physique. Magasin physique, même si on découvre un nouveau magasin, bah, la marchandise, on va la voir de nos propres yeux. On va pouvoir toucher le vêtement, par exemple. Si on achète une praline, un chocolat, on va probablement nous proposer de le goûter. On va sentir l'odeur. Et donc, on a une bonne connaissance du produit et on va utiliser nos différents sens pour pouvoir s'assurer que le produit nous convient. En magasin physique, on n'a pas besoin de donner des informations bancaires, on n'a pas besoin de donner des informations personnelles, des données personnelles pour faire un achat. On peut payer en cash et on peut partir un peu incognito. Quand on a payé, on quitte le magasin avec le produit en main. On n'a pas la peur de se retrouver en ayant payé et ne pas avoir le produit. Et si le produit ne nous convient pas, qu'il est défectueux, ben, on va pouvoir le retourner sans difficulté dans un point de vente. Et ben, tous ces éléments-là, ce sont des sources d'angoisse quand on achète en ligne. On va se poser des questions sur ces différents éléments. On va se poser des questions sur le produit. Est-ce qu'on ne va pas être trompé sur la marchandise? Est-ce qu'on est en train de nous vendre un chat dans un sac? On a peur d'être face à une boutique en ligne dont le gérant ou la gérante serait malhonnête ou ne serait pas du tout sérieuse. On a peur de donner des données personnelles, de donner des données bancaires. On a peur de payer et de ne pas recevoir ou de recevoir trop tard. Et on a peur de ne pas avoir la possibilité de retourner le produit s'il y a un problème ou si on n'est pas satisfait. Voilà, ces 5 angoisses qui sont des sources d'abandon de panier. Et
qu'on va voir en détail, voir de quelle manière on peut lever ces angoisses, parce que chaque fois qu'on arrive à lever un peu ces angoisses, on va augmenter le taux de conversion, on va diminuer l'envie d'abandonner le panier et donc on va augmenter finalement notre rentabilité parce qu'évidemment, chaque fois qu'on a une augmentation du taux de conversion, on va rentabiliser mieux nos actions de marketing, on aura moins d'abandon et donc un plus grand nombre de clients. Alors, on va les voir une par une, ces différentes angoisses. Et la première, la crainte de se faire avoir sur la marchandise. Alors, pour un peu illustrer de façon cocasse, hein, voici la photo à gauche telle qu'elle était sur la fiche produit, et voilà la cliente qui se photographie avec le produit qu'elle a reçu. Alors, on a tous un petit peu cette angoisse-là en tête hein, quand on achète en ligne. Hein. On a tous au moins eu parmi ses proches quelqu'un qui se dit s'être fait avoir, d'être un peu trompé sur la marchandise. Et bon, là, on est d'accord que on ne fait pas tout à fait ce qu'on avait vu sur la fiche produit qu'on a reçu. La couleur, la matière, bon, c'est quand même beaucoup moins, on a beaucoup moins envie de ce produit. Et c'est parfois sans trucage. C'est juste une question d'angle de prise de vue. Bon, on va avoir un tout petit peu photoshopé la photo, mais ici, regardez attentivement, c'est qu'une question d'angle de vue. Donc, on ne peut même pas vraiment attaquer le vendeur en disant que la photo n'est pas la réalité, parce que si le palmier, il y est bien, mais on n'a pas tout à fait pris le même angle de vue que celui que l'on vit dans la réalité. Et voilà concrètement aussi un autre e-commerçant qui vend, qui vend des produits et qui s'est étonné pourquoi il arrivait à avoir aussi peu de ventes. Vous voyez évidemment avec aussi peu d'informations, le client potentiel, quand il voit ça, quand il voit même pas le produit de face, hein, ici pour le bonnet, qu'on lui indique même pas la taille, qu'on lui indique pas la matière, il a un peu peur d'acheter un produit, même si c'est 15 €, on se pose la question, est-ce que ça vaut la peine d'acheter sur ce site? Inversement, voilà quelques bonnes pratiques. On veut vendre un produit alimentaire, bon, évidemment, on va le décrire de façon un peu commerciale, comme vous le voyez avec le descriptif. Hein, donc, un bon descriptif, il faut de l'émotionnel hein, quand on fait du commerce, mais il faut aussi du rationnel. Qu'est-ce que c'est le rationnel ici? C'est indiquer évidemment le poids, les ingrédients, les allergènes, c'est une obligation légale, indiquer les informations de conservation et expliquer pourquoi le produit il est peut-être un peu plus cher que le produit bas de gamme. Oui, c'est un produit bio, voilà, il y a ces certificats-là. Et on va encore rajouter une petite couche émotionnelle qui montre l'intérêt du produit en rajoutant des idées recettes. Voilà une fiche produit bien pensée pour donner envie d'acheter parce que ça va être rassurant, on a toutes les informations. Tout n'est pas obligatoire d'être lu, on peut directement mettre le produit en panier, mais quand c'est quelqu'un qui ne connaît pas bien le produit, on va lever les questions qui pourraient se poser directement en lisant la fiche produit. Voilà un autre exemple, une autre manière de présenter, hein, un autre e-commerçant alsacien qui décrit bien correctement son produit pour donner envie de l'acheter, ne pas susciter d'angoisse, de se dire est-ce que je fais bien de choisir ces anchois-là? Est-ce que je fais bien d'acheter ce sweat? On va donner les informations, vous voyez, avec le plus important ici, et puis des informations complémentaires encore disponibles en bas, y compris avec les instructions de lavage. Alors, je précise quand même qu'une bonne partie de ces informations-là, ce sont normalement des informations qui légalement doivent déjà y être. Hein. Donc, par exemple, la taille, la matière, les modalités, les instructions de lavage, ça, ce sont des informations qui sont obligatoires. Par contre, ici, on est allé au-delà des obligations légales en indiquant où ça a été fabriqué. Hein. Ça, ce n'est pas du tout une obligation de l'indiquer, mais c'est une manière aussi c'est une proposition de valeur ici, hein, puisque on met en valeur le fait que c'est fabriqué localement et donc que le parcours ici a un impact CO2 assez faible par rapport à cela. Bon, on met un petit côté humoristique en mettant à moins de 600 km à vol de cigogne.
Voilà encore un autre exemple, hein. Ici, on va bien rassurer sur le produit que l'on va acheter. Encore un autre, hein. J'essaye de montrer pas mal d'exemples, hein, où on a dit comment utiliser le produit, quels sont les ingrédients, et encore une information qui est pertinente, hein, les avis clients des facs, comment utiliser le produit avec les principales donc, questions posées sur le produit. Tout ça, ce sont des éléments qui vont rassurer l'internaute, hein. Donc, je recommande vraiment, hein, de mettre des questions fréquemment posées en évidence, parce que ça permet, c'est un peu les questions que l'on poserait en magasin physique, hein, et on va spontanément, quand on est vendeur en ligne, y répondre. Parce qu'il faut vraiment pas se faire d'illusions. C'est très rare qu'un client va poser une question par email parce qu'il sait qu'il y aura un délai de réponse et qu'est-ce qui va se passer? Bah, il va plutôt aller voir ailleurs en se disant bah, là, on m'a pas rassuré, je suis pas sûr d'avoir la réponse à cela et donc je vais aller plutôt voir ailleurs où je serai rassuré sur sur ces informations-là. Vendre un matelas sur le web, c'est très compliqué. On est typiquement c'est typiquement un produit que l'on va essayer en magasin physique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour rassurer? Ben, vous voyez, c'est de décrire de façon bien claire son produit, de rassurer sur la manière de livrer et de rassurer aussi en disant ben, achetez en toute confiance puisque vous avez 100 nuits pour essayer le produit, qui a 10 ans de garantie et que si ça ne vous convient pas, ben, la livraison et le retour aussi sont gratuits. Donc voilà des éléments pour lever un obstacle quand même majeur, hein, quand il s'agit de vendre un vêtement, un matelas sur le web, hein. Je ne peux aussi que recommander de vraiment bien soigner les photos, parce que c'est finalement le seul sens, parmi nos 5 sens, que l'on va vraiment pouvoir utiliser pour convaincre en ligne, hein. Et donc, les photos, n'hésitez pas à faire appel à un professionnel pour les prendre. Et si vous le faites vous-même, en fait, ce qui est souvent mal fait, c'est l'éclairage. Il est souvent pas suffisamment soigné. On n'a pas suffisamment aussi détouré le produit, c'est-à-dire faire un fond parfaitement blanc. Donc, il faut vraiment soigner cela parce que ça aide vraiment à vendre. Je peux vous dire que pour certains e-commerçants, nous avons accompagné, on leur a recommandé de changer les photos et ça a permis de doubler hein, le chiffre d'affaires, hein. Pourtant, les photos n'étaient pas vraiment mauvaises, hein, mais elles étaient juste pas suffisamment séduisantes et ça joue énormément hein, dans l'envie d'acheter et de rassurer l'acheteur, hein. Alors, pour certains produits, surtout les produits en 3 dimensions, on peut même aller dans la réalité augmentée hein, et donc développer une petite application mobile qui permet de voir virtuellement dans son propre appartement, le consommateur peut voir ce que ce fauteuil donnerait comme espace et de bien se rendre compte est-ce que ça vaut la peine d'acheter ce produit, est-ce que les couleurs conviennent bien, est-ce que le volume convient bien, donc c'est vraiment des éléments qui a un plus, hein. Voilà, ça c'était la première angoisse. Comment rassurer sur le produit ou le service que l'on vend, hein, quand on parlait par exemple d'un hébergement. Deuxième angoisse, est-ce que nous, vendeurs, on est digne de confiance? Est-ce que nous ne sommes pas un escroc? C'est ce que pourrait penser l'acheteur qui ne nous connaît pas. Et bon, la plupart de ceux qui débutent dans l'e-commerce, ben, forcément, ils partent un peu d'une feuille blanche et sont clairement avec un handicap par rapport à des sociétés du style Decathlon, Fnac ou autres, hein, qui forcément, dès qu'ils sont en ligne, on bénéficie un peu de l'historique de leur marque, hein. Alors, comment créer la confiance là? Ben, en fait, c'est pas très compliqué, mais malheureusement, beaucoup oublient. Il faut se présenter, expliquer qui on est et faire ce qu'on appelle souvent du storytelling, hein. Donc, c'est expliquer pourquoi on a lancé ce projet d'e-shop, quelles sont nos valeurs, quelles sont les différentes manières que l'on a prises, qu'on a choisies pour développer notre activité en ligne. Vous voyez cet e-commerçant qui explique bien son positionnement, son positionnement de mode local, l'impact social qu'il souhaite mettre, le circuit court, la transparence. Voilà, on communique sur les valeurs. C'est sous-entendu,
en communiquant sur les valeurs que forcément, ben, ça sera difficile d'avoir le prix le plus bas. C'est pas le but, mais celui qui va acheter, il va acheter aussi pour les valeurs qui sont véhiculées par le vendeur ou la vendeuse. Donc, il ne faut pas hésiter à se montrer, ça rassure. Parce que c'est la même expérience qu'on a en magasin physique. Hein. C'est clair qu'en magasin physique, si on avait à la place d'un vendeur ou d'une vendeuse un robot, ben, on aurait moins envie d'acheter. Hein. Donc, humaniser, c'est très important, d'autant plus quand on va en ligne, d'expliquer ben, qui on est. Vous le voyez ici, ça crée la confiance. C'est très psychologique, hein, mais on s'imagine tous dans notre tête hein, qu'un escroc ne va pas mettre sa photo. Voilà un autre exemple encore. Hein. On va vraiment rassurer. Ici, c'est une société qui est spécialisée dans la fourniture de couteaux de poche hein, et donc qui va rassurer hein, sur qui est derrière cette boutique en ligne. Quand on a des coupures, des passages dans la presse ou dans les médias, ben, tout à fait pertinent de mettre un lien sur notre site, de faire un extrait, ça rassure évidemment, parce que si on peut montrer qu'il y en a un lien entre l'activité en ligne et l'activité physique, ben, spontanément, le consommateur ou la consommatrice va se dire, ah, il y a, c'est quand même plus digne de confiance que quelqu'un qui serait purement sur le web. Hein. Et puis ici, ça permet aussi, comme vous le voyez, de faire état des valeurs, des objectifs que l'on a derrière son activité en ligne. Alors, le plus, évidemment, c'est de jouer sur les avis consommateurs. Hein, et vous avez des plateformes qui gèrent la récolte d'avis. Alors, ces plateformes, elles ont l'avantage d'être des tiers de confiance, des intermédiaires qui sont censés donc récolter les avis, qu'ils soient positifs ou négatifs. Parce que le consommateur, il a toujours un peu la crainte quand il voit que les avis qui sont publiés sur le site que la vendeuse ou le vendeur ait retiré les avis qui ne l'arrangeraient pas. Hein, donc, ça donne évidemment une confiance supplémentaire quand on fait appel à ce genre de société. Mais le consommateur, quand même bien averti, sait que ce n'est pas tout à fait objectif quand même, hein, que le vendeur a la possibilité de mettre en évidence les commentaires qui l'arrangent. Hein, et donc, en payant, on peut avoir des avis qui peuvent être mis au-dessus des autres. Hein, mais les avis négatifs n'ont pas le droit d'être supprimés. Hein. Donc, c'est quand même, il y a une certaine, il y a une norme hein, qui doit être respectée et maintenant une directive européenne, une réglementation qui est assez stricte maintenant sur les avis. Hein. Voilà. Différents exemples hein, qui créent la confiance. Hein. En fait, il ne faut jamais avoir peur hein, des avis négatifs. Hein. C'est un avis négatif, il faut réagir intelligemment, parfois reconnaître hein, que ça s'est mal passé, ou en tout cas, montrer que vous suivez et que vous écoutez les avis négatifs. Donc, quand on a un avis négatif, ce n'est pas d'office mauvais pour son image. Bon, ce qui est souvent mauvais, c'est quand on ne donne pas de suite hein, ou qu'on réagit maladroitement à des commentaires qui seraient critiques. Hein. Donc voilà, quelques exemples, différentes sociétés qui récoltent ces commentaires et bon, qui créent finalement quand même la confiance quand on voit ici bon, qu'il y a globalement un taux de satisfaction élevé. Bon, il y a deux avis négatifs, mais là, je pense que la plupart comprennent que c'est tout à fait dans un registre normal. Hein. Alors, ce qu'il faut surtout aussi bien faire, c'est indiquer ses coordonnées. C'est obligatoire légalement. Mais malheureusement, même si c'est obligatoire légalement, il y en a qui ne le font pas, qui s'imaginent que c'est mieux de vivre caché. Bon, si on veut créer la confiance, c'est vraiment la dernière des choses à faire, hein, évidemment. Hein. Donc ici, voilà, bon exemple, on va indiquer un numéro de téléphone, on va même ici indiquer un numéro de GSM, on indique ses coordonnées de magasin physique, un petit plan, bon, ça fait partie des éléments qui créent la confiance. Hein. Donc, n'hésitez vraiment pas à avoir une page qui, sommes-nous, c'est une des pages les plus consultées lors d'un premier achat. Hein. Il y a beaucoup de sites, malheureusement, où l'agence a créé cette page-là, mais le ou la gérante du site n'a pas rempli.
ben, c'est vraiment une occasion perdue de créer la confiance. Donc, n'hésitez pas à indiquer l'historique de la société, mettez des photos de vous, mettez une photo de votre devanture si vous avez un magasin physique, mettez les articles de presse, mettez des facs, et soyez joignables, hein. Le téléphone, ça reste un outil, vous êtes normalement légalement obligé de mettre un numéro de téléphone ou en tout cas un outil efficace de contact. Et c'est comme en magasin physique, si vous êtes en train de lire le journal pendant que vos clients font leurs courses, bah, dites-vous, vous allez moins vendre évidemment que si vous allez vers eux et que vous répondez à leurs questions. Voilà, ça c'était le deuxième point, donner la confiance sur le vendeur ou la vendeuse. Troisième point qui suscite des angoisses, hein, c'est de devoir donner des données bancaires et des données personnelles. Alors voilà ce qu'il ne faut pas faire, hein, d'avoir une information minimaliste avec des mots que l'internaute ne comprend pas forcément, avec SSL, bon, il y a une bonne partie qui ne comprend pas. Et ici, bah, vous voyez, il n'y a vraiment aucune explication sur la page paiement sécurisé. On a vraiment raté l'occasion de créer la confiance. C'est déjà un peu mieux ici. C'est pas très bien présenté, mais on a au moins une page un peu plus remplie. Et ici, bon, le contraste, il est un peu frappant parce que je vous mets juste un extrait du site, mais tout le site est en fond noir. Ici, on va un peu plus jouer sur les informations. Alors, on met les logos en évidence. On sait très bien que tout le monde ne va pas lire, hein, tout le texte, hein, donc il ne faut pas se tracasser, hein. Il faut parfois mettre du texte parce qu'il y en a qui vont vouloir lire pour se rassurer, et puis il y en a d'autres qui vont juste lire, hein, les informations essentielles, hein. À vous de choisir entre nos trois options sécurisées. Voilà, bah, on est content la plupart du temps parce qu'on a le choix. Très important, hein, de laisser le choix au consommateur du moyen de paiement. Il a toujours un peu peur quand on lui impose un moyen de paiement, surtout c'est un moyen de paiement qu'il ne connaît pas trop bien. Donc, vous n'avez vraiment pas intérêt, par exemple, à ne proposer que PayPal sur un site d'e-commerce parce que ça risque de créer la méfiance. Pourquoi on ne propose que PayPal, hein, ou que la carte bleue? Là aussi, des facs peuvent être intéressantes. Ici, vous voyez quels sont les modes de paiement acceptés. Je n'arrive pas à payer, que dois-je faire? Mon paiement en ligne est-il sécurisé? Puis-je payer par chèque? Voilà, on a répondu aux questions que l'on pourrait se poser et on n'hésite pas à mettre les pictogrammes des moyens de paiement qu'on accepte. Bah, ici, ce vendeur est allé jusqu'à accepter quand même le paiement par chèque. Bon, c'est un petit peu euh, 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 comment appeler ça, pas tout à fait pertinent pour le web en tant que tel, mais pour une partie des consommateurs, même si il y aura un inconvénient qu'il faudra attendre que le chèque soit encaissé pour recevoir la commande, ben, il y en a qui préfèrent encore ce mode de paiement. On est encore à 2-3% des acheteurs en ligne qui aiment bien pouvoir payer encore par chèque, hein. Donc ici, on rassure en disant, ben voilà, vous avez vraiment différents choix possibles. Alors c'est encore plus important si vous commencez à développer votre activité à l'international. Parmi les webinaires que j'ai déjà animés pour la Chambre de commerce, il y avait un webinaire que vous pouvez revoir sur l'e-commerce à l'international. Et bon, chaque pays a des habitudes différentes en termes de moyens de paiement. Et donc, si vous voulez, par exemple, vendre vers l'Allemagne, eh ben, il faut utiliser des moyens de paiement qui se basent, par exemple, sur le prélèvement bancaire, parce qu'en Allemagne, on est très, très souvent habitué à donner un mandat au vendeur pour retirer directement le montant de la facture sur son compte bancaire. C'est un moyen de paiement qui est courant en Allemagne et qui n'est pas du tout courant dans d'autres pays. Vous voulez vendre en Belgique, ben, il y a une carte de débit, hein, qui s'appelle Bancontact, qui est à peu près à 50% de part de marché par rapport à la carte de crédit. Donc vous refusez, vous ne prévoyez pas Bancontact, ben, vous perdez potentiellement la moitié des acheteurs potentiels. Et c'est encore pire aux Pays-Bas où iDeal est le moyen de paiement vraiment dominant. Les deux tiers des Néerlandais utilisent iDeal quand ils achètent en ligne. Donc, veillez bien à avoir les moyens de paiement les plus appréciés
différencier dans les différents pays vers lesquels vous vendez. Donc, renseignez-vous, prenez un prestataire de paiement et activez bien ces différents moyens de paiement parce que bon, s'ils voient que Visa ou que Mastercard, dans beaucoup de pays européens, ça ne sera pas suffisant pour toucher vraiment la clientèle. Hein. Alors, une erreur aussi qui est très souvent commise, c'est de forcer l'acheteur à créer un compte, d'avoir un login et un mot de passe. Alors, vraiment, d'un point de vue technique et d'un point de vue légal, c'est absolument pas nécessaire. C'est souvent par facilité que des agences vont prévoir ce système-là, mais résistez et faites en sorte, si vous ne l'avez pas encore, de prévoir cette possibilité de venir en mode invité. Donc, avec juste la création d'un compte sur base d'une adresse email, on va augmenter fortement les ventes parce que l'acheteur, ben, au début, là, il se dit pourquoi j'ai besoin de créer un compte? J'achète pour une fois. Alors, si évidemment il a l'intention de venir très souvent chez nous, ben, ok, mais à la rigueur, incitez-le à créer un compte une fois qu'il a déjà fait un achat. Parce que là, il verra peut-être la valeur ajoutée de créer un compte. Mais lors du premier achat, non, enlevons ce frein qui est vraiment très important, c'est rédhibitoire, hein, et beaucoup de personnes vont abandonner leur panier simplement parce qu'on leur impose de créer un compte alors ils n'ont absolument pour l'instant pas encore l'intention d'être fidèles. Ah, je vais prendre un peu la provocation, c'est comme si on disait qu'on rencontre quelqu'un et qu'on va dire tout de suite, ah bah, faut remplir déjà le formulaire de mariage. Bon, non, on veut vérifier si, si on s'entend. Donc voilà, il faut pas brûler les étapes quand on est vendeur ou vendeuse et se dire, ben, la plupart du temps, il y a quelques rares exceptions où légalement on a intérêt à créer un compte. Hein. Par exemple, si on vend un produit qui s'adresse à des majeurs, hein, style de l'alcool, hein, mais sinon, non. Mais dans une situation où il faut faciliter les achats. Hein. Donc voilà encore un autre exemple. Ici, on crée bien les deux possibilités. Je crée un compte où il y a un mode invité. Et donc, laisser le choix à l'acheteur des deux possibilités. Hein. Voilà, et alors, dans les dernières angoisses, on va les voir ensemble, hein, c'est la livraison et c'est le service après-vente. C'est la crainte de devoir payer à l'avance et de ne pas être sûr d'avoir le produit, et si on a le produit, de ne pas pouvoir facilement le retourner s'il ne nous convient pas. Alors, comme on a vu pour les autres angoisses, la seule manière de bien lever ces angoisses-là, c'est, je vais presque dire, de surcommuniquer, de vraiment bien expliquer ce qui se passe, quels sont les frais, quelles sont les procédures de retour, comment ça va se passer. C'est des éléments auxquels le consommateur va jeter un coup d'œil quand il fait son premier achat sur une boutique en ligne qu'il ne connaît pas. Comment ça va se passer? Ne vous contentez pas, évidemment, de mettre juste ça dans les conditions générales de vente. Vous savez que les conditions générales de vente, ben, ce n'est pas un texte que l'acheteur va lire avec plaisir. Si vous renvoyez vers cela, ben, il va se dire, tiens, on essaie peut-être de me cacher quelque chose dans les conditions générales de vente. Hein. Et comme je n'ai pas envie de le lire, ben, je vais aller voir ailleurs sur un site où c'est mieux expliqué, où on m'explique de façon claire comment ça va se passer. Voilà un bon exemple ici, hein, où on indique bien les 3 modes de livraison différentes, possibilité de retirer en boutique, hein, ici à Épinal, possibilité d'être livré à domicile ou possibilité d'être livré dans un point relais. Et si on choisit les points relais, on peut même voir visuellement dans quel quartier on peut retirer son colis. Voilà, une bonne pratique où les tarifs sont bien transparents, on a même les dates indiquées. Voilà des bonnes manières de procéder. Hein. Donc, soyez le plus clair possible, hein, et quand vous vendez à l'étranger, ben, expliquez bien quels seront les modes de livraison qui seront possibles pour le client étranger. Hein. Donc, c'est vraiment une source vraiment de développement important à l'e-commerce à l'international. Hein. Je ne peux qu'inciter la plupart des e-commerçants à rapidement se développer à l'international. C'est ainsi que l'on peut croître et atteindre un volume de clientèle intéressant quand on est dans un domaine un peu de niche. Hein. Alors ici, c'est expliqué, mais on est tous d'accord, c'est pas facile à s'y retrouver. Et ça peut quand même finalement faire peur. Donc il faut simplifier.
même si c'est réellement les tarifs que l'e-commerçant ou l'e-commerçante doit payer à son prestataire de logistique, il ne faut pas afficher cette grille-là. Il faut simplifier. Il faut rendre cela beaucoup plus accessible. Et en plus, le consommateur, il n'est pas capable d'estimer réellement le prix du colis. Pardon, le poids du colis. Hein. Donc, il a une incertitude sur les frais qui vont lui être facturés. Donc, ici, c'est expliqué, mais voyons cela, présentons-le déjà de façon un peu plus agréable, hein, sous forme de tableau, et voyons comment on peut faire en sorte que ça soit très vite compréhensible, qu'on puisse facilement identifier combien ça va nous coûter réellement. Hein. Voilà un exemple un peu mieux, sous forme de tableau, mais là encore, malheureusement, c'est trop complexe pour cerner ce que ça va nous coûter. Hein. Donc pareil ici, on parlait des FAQ, hein, des questions fréquemment posées. Voilà, des bonnes questions. Puis-je commander et me faire livrer à l'étranger? À partir de quel montant j'ai les frais de livraison gratuits? Quels sont, si mon mode d'expédition n'est pas possible, comment je fais? Si mon colis est abîmé, qu'est-ce qui se passe? Voilà, ça c'est bien expliqué. Les délais de livraison, vous le voyez indiqués au-dessus. Le transporteur est indiqué. Voilà une très bonne pratique qui est mise en expliquant clairement comment ça va se passer au niveau de la livraison. Ici, j'ai pris un e-commerçant belge qui s'est spécialisé dans la vente de bière. Tous évidemment un peu peur que le produit n'arrive pas en bon état. Et donc, le vendeur veille bien à préciser comment les produits vont être livrés. On voit bien, il montre une photo d'emballage spécifique qui est prévue pour que les bouteilles de bière ne s'entrechoquent pas lors du transport. Et donc, on veut rassurer sur la qualité de la livraison, le fait d'avoir le produit, de le recevoir en bon état. Hein. Un matelas, évidemment, on a un peu peur de comment ça va se passer. Si le produit ne nous convient pas, on se rend compte qu'il est trop dur, trop mou ou autre. Ben, ici, on va nous expliquer qu'il y a une garantie déjà de 10 ans, donc plus que la garantie légale de 2 ans. Et on va nous indiquer que c'est vraiment satisfait ou remboursé. On peut retourner le produit qu'on a, je crois, 100 jours hein, pour le retourner et on nous explique comment va se passer le remboursement si on souhaite le retourner. Hein. On peut faire de la communication marketing hein, derrière cela. Et il faut surtout penser à rassurer. Et je trouve le site pêcheur.com vraiment, enfin, c'est une capture d'écran ancienne, il est un peu modifié maintenant, mais ici, le slogan était très bien pensé. Hein, retour gratuit pour tous, l'étiquette de retour est déjà dans votre colis, vous n'avez plus qu'à la coller. C'est vraiment un discours plutôt commercial, on veut rassurer, on veut dire il y a un message un petit peu indirect derrière, qui est de dire on ne peut pas vous escroquer, parce que si on essaye de vous avoir, on ne mettrait pas l'étiquette dans le colis, hein, et on ne vous proposerait pas le retour gratuit. Donc c'est vraiment pour susciter l'achat, c'est vraiment pour éviter que la personne abandonne en se disant j'ai peur d'acheter en ligne. Or, pêcheur.com, c'est une société qui était au début purement sur le web et dont l'ambition était de concurrencer les magasins physiques de pêche, et touche évidemment une clientèle un peu conservatrice, hein, plutôt âgée, en bonne partie en tout cas. Et donc, il faut vraiment rassurer cette clientèle d'acheter en ligne alors qu'elle avait pourtant plutôt l'habitude d'acheter dans un magasin physique. Donc, voilà une bonne manière de penser que de rassurer. Hein. En rassurant comme ça. Damien, Oui. je me permets d'intervenir, de te couper. Oui. Il y a une question de Jimmy. Oui. Faut-il indiquer les transporteurs lors du choix de la livraison? Alors, légalement, on n'est pas obligé, mais je ne peux que recommander de l'indiquer, surtout quand vous faites ça à l'étranger. Hein, parce que l'acheteur étranger peut se poser la question, hein, ce vendeur français, comment va-t-il me livrer chez moi? Donc oui,
et montrer, et ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est de proposer plusieurs options, hein, comme on l'indiquait, livraison à domicile, livraison par des points relais, voire même dans certains pays, livraison par des consignes automatiques. En Allemagne, c'est très très répandu, au Luxembourg aussi, en Suisse, des casiers de retrait. Donc n'hésitez pas effectivement à bien communiquer là-dessus, ça rassure. Légalement, ce n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire légalement, c'est d'indiquer un délai maximum de livraison. Et encore, si on n'indique rien, c'est censé être 30 jours maximum. Voilà, j'espère répondre à cette question-là. Je vois qu'il est le temps de présentation, c'est cool, hein, on est à faire une petite synthèse de ce qu'il faut faire, ce que je peux vous recommander de faire. Ici, c'est une petite checklist. Je vais vous dire, c'est quand on vient nous consulter pour quand on est face à un problème de conversion, un taux de conversion trop faible, c'est les premiers points qu'on va vérifier. Alors, je vais évidemment vous dire on a d'autres points un peu plus en détail dans notre checklist quand on intervient, mais ces premiers points-là, vous pouvez facilement les vérifier par vous-même. Est-ce que les fiches produits sont bien détaillées? Est-ce qu'on a bien prévu de mettre des avis consommateurs? Est-ce qu'il y a suffisamment d'informations sur le vendeur? Est-ce qu'il est possible d'acheter sans inscription? Est-ce qu'on a laissé le choix des modes de paiement? Est-ce qu'on a laissé le choix des modes de livraison? Est-ce qu'on a mis des informations suffisantes sur le service après-vente? Checkez ça sur votre site. Et normalement, vous allez déjà voir des retombées au niveau du taux de conversion. C'est un quick win que je vous propose gracieusement de faire. Jetez un coup d'œil là-dessus. Alors bon, il y a des petits détails qu'on peut évidemment affiner si ça vous est utile pour développer votre activité. Il faut bien se rendre compte que de passer de 2% de taux de conversion à 3% de taux de conversion, c'est 50% de chiffre d'affaires en plus. Et ça peut complètement changer un business parce que parfois, la rentabilité se fait sur un certain volume. Et donc, on a beaucoup des commerçants qui viennent nous trouver avec un taux de conversion qui est en dessous d'1%. Donc, si on passe de 1% à 2%, ben, on a doublé les volumes de vente. Qu'est-ce qu'on fait souvent sur un site d'e-commerce? C'est dans ce qu'on appelle le footer, donc la ligne tout en dessous du site, qui apparaît sur toutes les pages. C'est de rappeler les éléments essentiels de ce qu'on appelle un bandeau de réassurance. Donc, on va remettre les moyens de paiement indiqués, par exemple. On va indiquer que la livraison est gratuite à partir d'un certain seuil. On va indiquer, par exemple, ici un slogan, satisfait, remboursé, produit sélectionné en direct du producteur. Là, c'est les valeurs, les logos. Bon, voilà, c'est des éléments qui vont rassurer. Et le but ici, c'est que le consommateur ou la consommatrice qui hésite un peu à acheter sur le comptoir de Messigny soit rassuré. Voilà un autre exemple ici, on va indiquer, parfois les arguments sont différents, comme vous le voyez. Ici, on va jouer sur le côté Made in France, les avis consommateurs, livraison gratuite, retour gratuit, acheter en volume parce que vous allez faire des économies, voilà des arguments. Encore, dernier exemple, ici, on marque échange ou avoir, 14 jours pour changer d'avis, livraison partout en France. Voilà, on a donné des informations qui rassurent. Alors, évidemment, on peut encore un peu rajouter une couche et d'avoir des arguments qui incitent à l'achat. Des arguments financiers. Le port gratuit, au-delà d'un certain seuil, évidemment, ça incite à rajouter des produits dans le panier. Des réductions en cas d'achat multiple, comme on le disait là avec un exemple précédent, des points de fidélité, les bonnes affaires. Et puis, on peut même utiliser dans certains cas le stress marketing. C'est ce que vous avez certainement eu comme expérience quand vous allez sur des sites comme Booking. On va vous dire attention, il ne reste plus que 2 chambres disponibles. Bon, ça, c'est ce qu'on appelle du stress marketing. Attention que légalement, il faut évidemment que ça soit basé sur des faits objectifs, mais c'est une technique de vente qui est possible dans certains cas pour faire en sorte que la personne n'abandonne pas le panier, puisque c'est clairement ce qui est recherché ici, c'est que la vente se fasse tout de suite. Voilà, tout ça c'est bien beau. Il faut maintenant passer
au concret, il faut mettre ça en œuvre, hein. Donc la petite checklist que je vous ai montrée, n'hésitez pas à l'appliquer. Sachez, peut-être certains ne le savent pas, hein, donc il y a une aide financière, hein, qui est disponible, qui s'appelle Grand Test Transformation Digitale. C'est 2 fois 3 000 € que vous pouvez obtenir, hein, donc une aide jusqu'à 50%. La première tranche de 3 000 €, vous pouvez l'obtenir pour de la consultance, hein, et donc vous pouvez avoir déjà un accompagnement de qualité pour cette partie-là, et vous avez la possibilité encore d'obtenir une deuxième fois à 3 000 € pour des travaux de réalisation. Donc, il y a toute une série de, 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 de sociétés de conseil et d'agences, hein, qui peuvent vous permettre d'avoir cette aide-là. On fait partie de ces organisations qui sont reconnues, et on peut donc faire des audits, hein, des audits SEO, des audits de conversion, des audits légaux aussi, pour voir si on est bien en ordre par rapport à la réglementation, hein. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez déjà revoir les slides en tapant le lien qui est indiqué ici. Donc, les slides sont téléchargeables, le webinaire est diffusé sur la chaîne YouTube de la chambre de la CCI Alsace. Voilà, je suis à votre disposition pour répondre aux questions qui sont déjà posées au chat, que je n'ai pas encore eu l'occasion de voir, et celles qui pourraient encore venir par la suite pouvaient soit les poser en live, soit les poser en one-to-one en me contactant, hein. Merci Damien. Je vais juste compléter ce que tu disais au sujet des aides et notamment de l'aide de la région, hein, donc transformation digitale Grand Est. Effectivement, c'est une aide qui peut aller jusqu'à 6 000 € avec un volet accompagnement, un volet réalisation, investissement finalement, production. C'est quand même soumis à des critères d'éligibilité de l'entreprise. Et puis, il existe d'autres dispositifs. Alors, le plus simple, éventuellement, si vous avez des projets liés au digital, hein, vous avez sûrement une présence en ligne, un site e-commerce. Peut-être que suite à ce webinaire, vous souhaitez vous souhaitez améliorer la performance, vous souhaitez améliorer le taux de conversion. Donc, le plus simple, c'est de nous faire un mail à la CCI. Donc, je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez écrire, c'est digital@alsace.cci.fr, en présentant votre entreprise, votre projet. Et puis, on reprendra contact avec vous pour étudier votre éligibilité, puis vous expliquer comment candidater. Il y a aussi une première phase de diagnostic de maturité digitale avec un conseiller CCI, donc pour faire le point sur votre entreprise, sur vos projets, vous donner des recommandations d'amélioration aussi, voilà, et ensuite on vous explique comment déposer le dossier en ligne. Voilà. Euh, voilà, c'était juste pour compléter ce que tu disais, Damien. On a quelques questions par écrit, donc on va prendre les questions par écrit. Éventuellement, on pourra ouvrir les micros par la suite. Alors, on a une question de Jean Gobert. Vous parliez de la création obligatoire de compte. Nous vendons des produits digitaux et la création de compte est obligatoire pour permettre aux clients de refaire leur téléchargement s'ils ont perdu leur lien. Est-ce que vous recommanderiez malgré tout de ne pas faire de connexion obligatoire et laisser le choix à l'utilisateur de prendre le risque de perdre son lien? Donc ça, c'est une première question. Et autre question, vous ne parlez pas des relances d'abandon de panier. Comment relancer un panier abandonné si on n'oblige pas à la création de compte? Oui, alors ouais, c'est vrai que pour les produits digitaux, là, ça fait partie un peu des exceptions. On a intérêt à pousser le consommateur à créer un compte. Je pense que si vous expliquiez bien clairement à la personne que si elle prenait un compte invité, elle prend ce risque-là, vous seriez couvert d'un point de vue légal.
mais je ne recommande quand même pas de le faire parce que c'est risquer d'avoir trop de soucis potentiels au niveau du SAV, de devoir faire des remboursements de personnes qui contestent. Donc oui, dans ce cas-là, si vous voulez en tout cas être sûr de ne pas avoir de problème, faites en sorte qu'effectivement il y ait une création de compte. Par contre, si vous êtes prêt à assumer le risque de devoir rembourser s'il y a quelqu'un qui conteste et que vous, globalement, vous y trouvez plus intérêt en faisant ça, en augmentant vos ventes, le jeu en vaut peut-être la chandelle, hein. C'est vraiment un calcul, c'est un choix dans votre business de se dire, est-ce que j'ai plus intérêt à lever le frein à l'achat et au contraire faire en sorte que ce soit facile à créer un compte, quitte à devoir rembourser s'il y a des contestations, ou alors ben, je ne veux pas me permettre de devoir rembourser et alors j'accepte d'avoir évidemment un peu moins de ventes, hein. Moi, je ferai un peu ce raisonnement-là, je pense, par rapport à l'activité que vous décrivez, hein. Oui. Alors, donc oui, la relance de paniers abandonnés, là, il faut faire attention à la réglementation RGPD. Donc, vous pouvez le faire. Si vous pourriez le faire avec un compte invité, puisque vous avez son adresse email. Par contre, il faut de toute façon faire en sorte que la personne soit au courant que en ayant activé cela, vous puissiez enfin, qu'elle soit d'accord que vous la recontactiez en cas d'abandon de panier, hein. Donc, vous ne pouvez pas le faire automatiquement, hein. Par rapport à ce que vous dites justement sur, excusez-moi, je me permets de réagir, mais donc vous dites sur un compte invité, on a une adresse email, on a l'adresse email que si la commande a été finalisée, putain, l'abandon de panier typiquement, c'est justement qu'on n'a pas, on n'a pas encore l'adresse mail et tout le monde me dit ah ouais mais les abandons de panier il faut les relancer par mail, je dis ouais mais comment? Ah, alors si c'est non parce que on est souvent à l'étape après, juste après, mais le panier a été abandonné quand même, hein. Donc on a créé son compte invité, mais on n'est pas allé jusqu'au bout, on l'a pas payé par exemple, hein. Et donc là dans ce cas-là on peut relancer, oui. Par contre sinon alors bah, si vous avez averti et que la personne dans le bandeau cookies a dit qu'elle acceptait le retargeting, vous pouvez relancer les paniers abandonnés sur Facebook, sur YouTube ou ailleurs, hein. Donc là, il faut évidemment que la personne ait validé, lorsqu'elle est allée sur votre site, les cookies de retargeting. Et dans ce cas-là, oui, vous pouvez abandonner un panier, enfin, vous pouvez relancer un panier abandonné par le simple fait du tracking qu'une agence tierce a rendu possible, style Meta ou Google, qui fournissent ce genre de service, hein. Merci. OK. On a une autre question d'Anna. Quelles choses sont à savoir quand on gère un site web destiné uniquement aux professionnels en B2B et non pas une vente au détail aux particuliers? Les points les plus importants. Les points les plus importants, on va dire que vendre en B2B a un avantage, c'est que d'un point de vue réglementaire, on a beaucoup moins de contraintes, puisque la loi de protection du consommateur quand il achète en ligne, ben, c'est consommateur, c'est en B2C. En B2B, on a donc pas on a toute une série d'obligations qui disparaissent, hein, comme le droit de rétractation. Donc ça, c'est un avantage en B2B. Par contre, il faut tenir compte qu'en B2B, on a souvent deux acheteurs dans la même société, entre guillemets. En tout cas, on a deux contacts. On a le prescripteur, celui qui va utiliser ce qui va être acheté, et puis il y a souvent l'acheteur, hein. C'est souvent d'ailleurs des départements différents, hein. Il y a celui qui va utiliser le produit et celui qui est dans le département achat, procurement. Et donc, il faut prévoir son site pour que les comptes puissent fonctionner ensemble, que celui qui a les clés du paiement puisse le faire, mais que celui qui a les clés du paiement, c'est probablement quelqu'un d'autre que celui qui a besoin du produit. Enfin, ça dépend le business, hein, ça dépend ce que vous vendez, hein, mais pour, par exemple, des produits semi-finis, faut bien penser à cela. Faut penser à la TVA intracommunautaire, hein, quand on fait du B2B, hein, enfin, on va pouvoir vendre finalement sans TVA
hors France et hors Europe dans la plupart des cas. Il faut bien se renseigner. Donc, c'est aussi un peu plus simple qu'en B2C, où là, en B2C, on va devoir, dès qu'on dépasse 10 000 € de vente intracommunautaire, on va devoir appliquer la TVA du pays de l'acheteur. Voilà, c'est les principaux éléments à changer, mais dans ce que j'ai expliqué en termes de confiance, ça s'applique aussi, surtout si on est dans une relation B2B qui n'existe pas déjà dans le passé. Donc, si on cherche à acquérir de nouveaux clients B2B, enfin des clients professionnels, on a intérêt aussi à soigner la crédibilité. Mais c'est moins. On a souvent d'autres canaux offline qu'on a déjà pu employer avant pour entrer en contact avec la clientèle. Et donc en B2B, très souvent, on va avoir des sites qui sont plutôt des sites de relance, enfin des sites pour gérer des relations déjà établies et pour faciliter la recommande, le rachat de produits. Donc la plupart des entreprises qu'on accompagne qui font beaucoup de chiffres d'affaires en B2B, c'est pour des relations déjà bien établies où avec un login et un mot de passe, on accède directement à son compte client, on a directement les réductions qui ont été convenues avec le commercial sur telle gamme de produits ou sur tel volume d'achat. Et donc, le consommateur, lui, il est habitué à avoir, enfin, pardon, le consommateur, l'entreprise est habituée à avoir un compte client et à avoir ses propres prix. Donc ça, c'est souvent ce qu'on doit faire quand on fait un site B2B, c'est de prévoir la possibilité d'avoir des prix, entre guillemets, un peu sur mesure, en fonction de ce qui a été négocié. Et très souvent, c'est des prix au volume. On a certaines réductions en fonction des volumes. Donc ça, d'un point de vue technique, c'est ça qui peut parfois être un peu plus compliqué à développer un site B2B. Ok, merci Damien. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas. Vous pouvez même activer vos micros, je pense, pour poser les questions, si vous le souhaitez. Non, pas d'autres questions. Tout est clair. Je vous ai mis pour information dans la conversation des informations sur le prochain webinaire CCI qui concernera la cybersécurité qui est programmé en mai. J'ai plus la date exacte, mais si le 16 mai, à 11 h. Donc n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un sujet aussi d'importance dont on parle de plus en plus. Je vous propose qu'on se quitte. Damien, est-ce qu'il y avait d'autres points que tu voulais aborder? Non, c'était bon pour toi? Qu'à vous souhaiter bon vent, bon développement dans l'univers numérique, mais en n'oubliant pas que tout doit se concevoir dans une stratégie globale. Donc, la plupart du temps, n'oublions pas non plus l'activité physique. Ensemble, ces deux leviers qui peuvent permettre de se développer. C'est de plus en plus facile de développer son activité en ligne, mais d'un autre côté, il y a une compétition aussi de plus en plus forte. Donc, important de devenir très professionnel dans sa communication pour faire en sorte qu'on puisse bénéficier des possibilités de croissance en la matière. Donc, bon développement à toutes et à tous. Merci Damien, merci pour cette intervention claire. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit et je vous dis à bientôt. Au revoir.